Tiers-livre, atelier d'écriture. On est toujours dans ce cycle qui s'appelle Vers un écrire film, où il ne s'agit pas, nous là, du texte, d'aller apprendre à ceux du film comment ils doivent faire, ou nous risquer à le faire à leur place, mais le contraire. En quoi nos usages, depuis même l'âge qu'on a de savoir lire, d'être spectateur de films, c'est récent encore l'invention du film, nous déplace à la fois dans le réel, le récit, la perception et la manière d'en faire usage. Et qu'est-ce que ça change là où le texte, lui, a cette inertie, cette vieille histoire littéraire. Alors peut-être évidemment qu'on écrit chacun déjà depuis aussi sa position de spectateur, montage, cadrage, mais là, dans ce cycle, on le fait intentionnellement. Repérer ces fissures, ces petits lieux de dérangement, et qu'est-ce que ça nous ouvre si on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne. Alors la première partie de cette vidéo, j'ai envie de l'intituler Michaud Express, c'est-à-dire un Michaud qui va être ultra simplifié, ultra résumé, juste pour positionner l'exercice que je voudrais vous proposer. Dire que Henri Michaud était déjà Henri Michaud, non pas avant de devenir Henri Michaud, mais avant Équador, avant ce départ pour l'autre bout du monde. Il suffit de lire l'ensemble de textes qui s'appelle « Qui je fus »,« Mourir au lit ». On est déjà dans cette invention du récit fantastique ultra compressé. Et vous savez que Michaud, là justement, je ne veux pas reprendre sa biographie, mais à l'époque, il est l'assistant pour le courrier, pour la correction des textes d'un grand monsieur, mais qui écrit en français, mais qui n'est pas français, Jules Supervielle. C'est chez lui qu'il fait la connaissance d'un étudiant uruguayen de bonne famille, venu faire des études de médecine avant d'aller reprendre l'exploitation familiale. Et Michaud, après quelques années de bons et loyaux services, obtient de Supervielle qu'il accompagne l'ami en Équateur. Il obtient de Jean Paulhan, à la revue NRF, une avance. Tu nous tiendras le journal du voyage, en échange de quoi on te paye le billet aller. Alors, ça va exister, le journal de voyage? Ah ouais, il le commence le temps d'aller à Amsterdam et de s'embarquer. Ensuite, c'est fini, c'est toujours pareil, la vie sur un bateau. Puis Michaud, il a déjà connu ça pas mal, il a déjà fait des traversées jusqu'à Buenos Aires. Et puis, qu'est-ce que c'est? Équador. Ben, en bas, t'as les pauvres, en haut, t'as les riches. Et puis, quand toi, t'es chez les riches, t'as pas la conscience très tranquille. Bien sûr, tu arrives sur le sommet des Andes, mais c'est quoi? C'est des trucs un peu mités qui ressemblent à des terrains de foot un peu aplatis. C'est pour ça que tu es venu. Puis il y a cette idée un peu folle avec un type de rencontre, dire « Ah, tu vois, là, la petite rivière, on la descend, t'arrives sur l'Amazone, et puis finalement, t'arrives à l'Atlantique, on peut rentrer. Ok, on le fait. Simplement... c'est pas Mike Horn, Michaud. Alors, il se fait moquer de lui par tout le monde. C'est quoi ce récit d'aventure où c'est la question, c'est les furoncles, c'est la peur des araignées. Après Équador, justement, et si un voyage comme ça, on le faisait exprès? Ça s'appelle un barbare en Asie. Accoster à Bombay, traverser jusqu'au Japon et dire, non pas ce qu'on voit, mais ce qu'exerce sur vous le décalage de réalité. Tiens, en Inde, la couleur du deuil, c'est blanc. Mais après un barbare en Asie, tu vas où? Ben, pourquoi pas l'Afrique? C'est d'autres rituels. Et puis là, ben, ça va coincer, reviendra, ce sera plume. Donc c'est pas... Mais c'est fini, les voyages à l'extérieur. Les prochains, ben, on va inventer des pays. Ce sera ailleurs, la grande Garabagne. Et une fois que tu es là, eh bien, ces pays-là, inventés, ils sont uniquement intérieurs. C'est ça dont j'avais besoin. Vous savez qu'il y a la Seconde Guerre mondiale. Michaud partage sa vie avec Marie-Louise Ferdière, qui a divorcé d'un psychiatre, le même Ferdière qui maintenant est parti à Rodez dans les affres de son divorce, ce qui vaudra à Artaud de survivre. Tout ça, c'est un petit monde. Et dans ce début des années 50, Michaud et Marie-Louise Ferdière se sont réinstallés à Paris.
Lui, il a cette vie qui va être la sienne pendant longtemps. Une fois par semaine, il y a un jour de silence, dans une pièce nue, avec juste une table, un tabouret, et puis un broyeur à papier. Parce que si on écrit quelque chose, on élimine la version précédente. Jusqu'au jour, c'est les années où les robes de chambre en nylon font leur apparition. Des dizaines et des dizaines de femmes vont se laisser prendre. On se prépare la cuisine sur des réchauds à gaz butane. Marie-Louise Ferdière fera partie de ces jeunes femmes brûlées vives par dizaines. L'agonie, c'est des jours et des jours, 3 semaines d'agonie suspendues par les 4 membres. Michaud n'écrit plus. C'est ensuite, donc à 50 ans passés, qu'il commence ses expériences. C'est pour ça que je voulais absolument les contextualiser. Avec un grand psychiatre, Jean Delay, on se retrouve à l'hôpital Sainte-Anne, dans les grands bureaux avec les vieilles bibliothèques. Et ces messieurs font des expériences assis droit sur leur chaise où on consomme du hashish et quelques autres choses. Évidemment, Michaud dit que c'est pas ça, c'est pas le contexte le meilleur pour aller au bout de l'expérience. Mais lui, il est toujours dans cette reprise d'écriture qui se fait attendre. L'écriture n'est même plus un but. La question de vivre est tellement déjà autosuffisante. Il trouve quelqu'un vers Strasbourg qui l'accueille dans une clinique. Alors, on va aller dans des produits plus costauds et de façon moins contrôlé. Michaud va tirer de cette expérience, donc il va durer 3 ans, 4 ans, 3 livres, Connaissance par les gouffres, Misérable miracle, L'infini turbulent. Vous savez, ce qui est formidable dans ce genre de livre, dans la marge s'écrivent les notations brutes qu'on peut avoir dans le cours même de l'expérience. Des questions de monochrome, de déformation d'espace, des questions de perception de vitesse. Et puis le texte, lui, explore beaucoup plus en profondeur qu'est-ce qui se passe mentalement. Mais ça, le texte l'explore rétrospectivement. Les 3 livres parus, on propose à Michaud de faire un film. Le film s'appellera « Image d'un monde visionnaire », qui témoignerait par l'image de ce que le texte l'aide à retrouver des expériences faites sous drogue. Il y a le Michaud ultérieur ensuite, grandes épreuves de l'esprit jusqu'à poteau d'angle. Dans cette petite frange-là, Michaud travaille beaucoup par exemple avec les dessins des patients dans les hôpitaux psychiatriques, ce même hôpital où il va en blouse blanche comme un soignant, là où il a eu ces expériences de drogue qui sont finies maintenant. Même ça se redéplie. Il y a les dessins et ce que les patients peuvent en écrire, et puis il y a ce que lui peut écrire depuis les images des patients. Et le film, il s'en mêle. Alors, on est en 1963, ça c'est dans le tome 3 du Pléiade, dossier de préparation du film. Il y a ce texte que Michaud lit au début du film. Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images et d'avance qu'elles sont insuffisantes. Ce qui n'empêche pas de faire très scrupuleusement des dossiers. Qu'est-ce que sont les images hashish qu'on peut transporter dans l'expérience du film ? Il y a tout un ensemble de choses qui s'appellent visions, qui n'appartiennent pas aux 3 livres, mais qui développent en fonction du fait qu'elles puissent être tournées, réalisées. Vision 4, vision et séquence, vision 6, vision 7. Vous voyez, on est dans un dossier, quelque chose qui n'appartient pas au corpus principal. Est-ce que ça veut dire quelque chose de l'œuvre de Michaud? Et là vient un nouveau texte qui, lui, hallucinations et illusions visuelles et auditives suscitées par la lecture ou l'observation. Et tout d'un coup vient ce mot auditive. Mais vous voyez, ce mot auditive vient avec 7 approches différentes de l'univers uniquement visuel. Même pour Michaud, c'est pas évident. Et je vous assure,
Alors, par contre, si je cherche dans Tarkos, par exemple, il y a des accumulations de bruit. Mais on est dans quelque chose de tellement peu exploré encore. Dire le bruit, évidemment. On a ça, par exemple, vous savez, le début de La prisonnière, de Marcel Proust. La chambre est close, la chambre est une sorte même de chambre photographique, de chambre d'écho du monde, mais ça commence par tous les bruits de l'appartement, de la rue, bruits minuscules, bruits plus forts, qui rendent la construction du temps possible. Et là encore, quelque chose qui, chez Proust, est une sorte d'apax, de quelque chose de tellement neuf que tout d'un coup, on est confronté à alors, tiens, qu'est-ce qui se passe là? En quoi ça va changer notre écriture? Alors, dans ces hallucinations visuelles et auditives, on continue, et puis là vient ce texte de 3 ou 4 pages sur lequel nous, on va s'appuyer. Ouais, c'est tout bref, mais pour moi, cette chose-là est totalement singulière. Bruits à rechercher. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas des bruits. On fabrique de la langue qui décrit des bruits en appelant à aller les enregistrer dans le réel. La masse sonore du réel est continue. Mais pour qu'elle devienne film, il faut bien rajouter la médiation technique. Aller avec un magnétophone. Sandrard a un magnétophone. Michaud, lui, ne pratique pas ce genre de technique, mais on est déjà dans un environnement où il y a la radio, où il y a déjà la télévision. Mais ce qu'il écrit, c'est quel bruit aller piocher dans le réel, quoi dans la masse profuse, confuse de la réalité, aller isoler comme étant un bruit qui va aider à la constitution du film. Alors vous voyez qu'on est dans quelque chose de très modeste. Vous dites, quoi, sur une question aussi élémentaire que le son, le bruit, le réel en tant que permanence sonore, tout ce qu'il a à nous trouver, c'est un petit texte de 3 pages. Trouvez mieux. Bien sûr, on va trouver. Mais là, pour moi, je reste dans mon principe. Quelque chose émerge, totalement singulier par les conditions, l'expérience drogue de Michaud après Deuil, la réalisation de ces 3 livres, et une question totalement nouvelle, comment faire film avec ces livres? Et la preuve, c'est que ça ne va pas marcher. Le film, ces bruits à rechercher, il faut bien plus. C'est un compositeur qui va faire une bande-son originale, mais uniquement musicale, dans le film que, bien sûr, vous pouvez regarder. Il est disponible, on peut le trouver aisément. Je vous remets le lien. Donc c'est un texte qui, lui-même, a priori, était une sorte de texte de transition, notice ou protocole, on dirait aujourd'hui, pour aller fabriquer les sons qui collent avec l'image du monde visionnaire. Mais comme on s'en est pas servi, le texte reste une sorte d'élaboration mentale, de portrait mental de ce que chacun de nous recèle comme rémanence de bruit. Et c'est ça, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter et de l'explorer. Alors, il y a aussi Manganelli, c'est un livre qui s'appelle Bruit ou voix. Quel explorateur fantastique, Giorgio Manganelli. Mais vous voyez, ce livre qui était chez Christian Bourgois en 1987, paru en Italie, traduit en 1994 chez Bourgois, eh ben, il est indisponible. Pas chez nous, hein. Il est dans les ressources abonnées, vous le retrouverez facilement dans le petit dossier Scan. Et lui, c'est cette même tentative. C'est-à-dire, si je fais ça sur 140 pages, qu'est-ce que ça donne? Alors, les bruits à rechercher de Michaud. D'abord, des bruits, là encore,
presque archétype. Coup de fusil assez fort, net, vitres qui cassent, une longue série de vitres qui cassent, et aussi de minces lattes de bois qui cassent, qui craquent. Craillement de corbeaux, longue suite, d'un ou deux d'abord, ensuite de toute une troupe selon cette gradation sonore qui en peu de secondes peut devenir impressionnante. Bruit de cascades d'eau qui tombent, de masses liquides qui s'écroulent de tous côtés, eau tumultueuse, bruissante, longue suite. C'est une phrase, mais est-ce que cette phrase, elle n'est pas elle-même un bruit? C'est-à-dire qu'on produit du langage bruit. Est-ce qu'ensuite, les ingé-sons à qui on donnait un agra, on leur disait « Va chercher le son d'Henri Michaud ». Bien sûr, on peut le faire avec un simple lavabo et puis des petits trucages. Mais justement, ça n'a pas marché parce que ce texte est un texte bruit qui l'accomplit totalement comme texte. C'est ça pour moi qui serait important. Mais en gardant cette façon de classer, d'organiser, bruit de moteur, bruit de piston qui s'élève et s'abaisse, bruit rythmé, tantôt faible, tantôt fort, bruit de jets d'eau divers, léger, bruit de vapeur d'eau, chaudière sous pression, de bouilloire sur le feu, billes qui tombent, bruit de base. Ils comprendront des murmures, des voix, des bruissements et aussi un jaillissement. Se souvenir toujours que l'atmosphère est à la fois exaspérée et aérienne. Les bruits de fond qui apparaîtront et réapparaîtront auront les caractères suivants. Certains éléments rapides allant en zigzag, revenant et aussi s'évanouissant subitement. Ils seront souvent brouillés de façon à être bientôt indéfinissables. Ils se métamorphosent l'un et l'autre très souvent. Murmures, voix paraissant venir de la pièce d'à côté ou de l'autre côté de cloison, de mur, de la rue, gémissements sourds, appels au secours bref, cris et rires d'enfants paraissant jouer dans une lointaine cour d'école, rires perlés, rires en saccade, rires étouffés, rires sarcastiques, râles. Bruissement, frôlement, glissement, balayage rapide, léger, superficiel, bouillonnement, comme eau qui bout, bruit de chaudière, et ça se répète aussi. Bruit de glissement de surface sur une autre, aussi de faux pas, de dérapage. Par tous ces bruits, on doit avoir un sentiment de présence. Présences qui vont, qui viennent, qui se rapprochent, qui sont insolites, rapides et qui surprennent, inquiétantes. Et peut-être c'est ce mot de présence qui peut nous donner l'exercice. Non pas y aller vite, trop vite. D'abord, revenir à l'intérieur de soi. Si on reparcourt des moments très loin, des moments de l'enfance, des moments dont on est détaché, des moments qui sont lacunaires, on a du mal à y parvenir. C'était quoi les bruits? Ou bien, telle ville, telle maison, telle période. Le bruit des moteurs, il n'est pas le même. Le bruit de la ville, quand on se déplace tout autour du monde. Les odeurs des villes sont différentes. Est-ce qu'il n'y a pas des bruits différents de la ville? Si vous pensez à l'espace du travail, des métiers, est-ce qu'il n'y a pas un inventaire précis de la suite des bruits? Par exemple, catégorie bruits qu'on identifie comme tels avant même de savoir ce qu'ils sont. Le bruit de mon scanner, le bruit de mon imprimante, le bruit de mon disque dur qui redécolle, autant de bruits qui sont la description de mon habitus de travail, qui sont le récit sonore de mon bureau pendant le travail. Voilà, ça ne serait pas plus que ça pour lancer l'expérience. Pour moi, bruits à rechercher pourquoi? Et c'est peut-être ça le départ. Si vous écrivez bruits à rechercher, où vous allez les chercher? Dans quelle étape de vie? Dans quel territoire qui correspond à votre exploration en cours? Ou bruits à rechercher en tant que soi-même dans le monde. Et
tout ce qu'il a est sans cesse la production, les émissions radio qu'on écoute en voiture, c'est pas les mêmes que dans les voyages aériens, les voyages en train ou les voyages en voiture, les conversations, les radios, les musiques, les annonces, tout ça est différent. Mais tout ça, il y a une personne qui a été capable de le faire passer aussi au premier plan. Je pense à Nathalie Sarraute dans L'usage de la parole, le chapitre qui s'appelle Le mot amour. Et je vais m'en tenir à ça. Si vous vous en souvenez, je crois que je l'ai aussi dans les petites fiches là, des dossiers habituels. Elle décrit ce qui est, elle, dans la vie en général, assise dans un buffet de gare, probablement Saint-Lazare, une salle bruyante avec des courants d'air, justement avec tous ces annonces, avec ces bruits, les grondements des trains qui arrivent, les types là, qui servent à boire et tout ça. Et puis tout au bout du buffet, mais on ne peut pas les entendre à cause de ce bruit d'ambiance. Il y a deux silhouettes. Et à un moment, les deux silhouettes se penchent l'une vers l'autre. Et pour elle, c'est le mot amour. Eh bien, là, c'est le bruit qui, justement, éloigne et remplace toute possibilité d'entendre ou de rejoindre les deux silhouettes qui devient le corps du texte. Et là, on serait typiquement dans ce qu'on peut gagner, nous, à un tel exercice. Bruits à rechercher, mais lesquels et pourquoi? Et à ce moment-là, on retombe sur ce texte de Michaud. Le texte se suffit à lui-même et n'exige pas qu'on aille les enregistrer. Il les refabrique textuellement. Mais l'univers auditif aura remplacé la perception visuelle qui, d'ordinaire, est le vecteur dominant de comment la réalité entre dans un texte. C'est une recherche, j'ai envie qu'on la fasse ensemble. Tout petit post-scriptum, vous savez que j'avais amorcé ce texte à l'été 2016. À l'époque, je ne faisais pas de vidéo pour ces propositions d'atelier. Et il y a même quelques-uns d'entre vous qui avaient déjà participé. Tout ça, c'est en ligne, vous le retrouverez. Mais à 6 ans de distance, c'est pas du luxe de rouvrir le chantier.